Donc, bonjour, nous revoilà sur le plateau télé. Nous sommes avec deux docteurs-chercheurs. Bonjour Mathis. Bonjour Salomé. Donc, bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, donner vos noms et dire qu'est-ce que vous faites? Bonjour, Emmanuel Percheron, je suis la manager administrative et scientifique du programme Cosmétosciences à l'Université d'Orléans. D'accord. Bonjour, je suis Hervé Marché, je suis enseignant-chercheur à la faculté de pharmacie de Tours, donc à l'université de Tours. Depuis quand êtes-vous à l'université de Tours? Alors moi je suis à l'université de Tours depuis 2001, mais j'ai commencé ma carrière à l'université de Rouen, donc c'était mon premier poste, en 1995. Moi, je suis sur le poste à l'Université d'Orléans depuis seulement un an, mais j'ai fait mon doctorat de 2008 à 2011 à l'Université d'Orléans. D'accord. Donc, en quoi consistent vos métiers respectifs? Alors moi, je gère un programme qui est financé par la région Centre-Val de Loire et qui consiste à faire la promotion de la cosmétique dans la région par la valorisation de la recherche, en finançant des projets innovants sur la cosmétique pour des post-doc et des thèses. Et sur la valorisation de la formation, on essaye d'innover sur des formations en cosmétique en créant de nouveaux projets pour les étudiants, les informant sur les métiers d'avenir. Et on fait de la communication grand public et en école, collège, lycée. D'accord. Alors moi j'ai en fait un double métier, je fais deux métiers en un. Je suis d'abord enseignant, donc je fais des cours à la faculté de pharmacie et je participe à la formation des futurs pharmaciens. Et donc ça représente à peu près la moitié de mon temps. Et l'autre moitié du temps, je fais de la recherche fondamentale donc sur la nanomédecine et je participe à des programmes de recherche, à l'élaboration de programmes de recherche sur ce domaine et j'encadre des étudiants qui font leur thèse d'université et qui seront des futurs chercheurs. Et je les encadre pendant leur période de thèse. Et comment êtes-vous en arrivé là? Quelle formation avez-vous fait? Quelles études? Alors moi, j'ai une formation assez classique. Enfin, j'ai suivi un parcours assez classique pour être enseignant-chercheur. Donc j'ai d'abord fait des études de pharmacie, donc après le bac. Ensuite, après ces études, j'ai fait une thèse de recherche, une thèse d'université en 3 ans. Donc j'ai fait mes études à Tours, j'ai fait ma thèse d'université ensuite à l'université d'Angers, à la faculté de pharmacie d'Angers. Et à la fin de ma thèse, j'ai passé le concours de recrutement pour être enseignant-chercheur. Et j'étais pris à l'université de Rouen. Et ensuite, j'ai démarré ma carrière à Rouen d'abord et ensuite à Tours maintenant. Alors pour ma part, j'ai fait mon cursus à l'université aussi, avec une licence de biologie, un master de chimie. J'ai fait un doctorat de chimie à l'interface avec la biologie. Et j'ai obtenu mon doctorat en 2011. Et donc après ça, j'ai travaillé en industrie chimique à l'étranger. Et j'ai souhaité sortir de la recherche laboratoire. Et j'ai fait une formation en management pour avoir une double compétence management scientifique. Et j'ai obtenu le poste Cosmétosciences. Il y a, il me semble, un pôle qui a été établi à Châteauroux À Chartres. à Chartres. Donc là, le pôle de compétitivité Cosmétique Vallée, Oui. qui est labellisé pôle de compétitivité depuis 2005. Et il est partenaire du programme Cosmétosciences. Et on travaille avec eux, notamment pour la relation avec les industriels. Donc mettre en relation les chercheurs avec les industriels, parce que nos projets sont forcément sur des financements avec la collaboration, pour mettre aussi les étudiants de l'université en relation avec les industriels, les aider à trouver des stages, on finance des stages, et aussi faire des visites de laboratoire en industrie, que ce soit pour les étudiants ou après au niveau lycée. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît chacun dans votre métier actuellement? Moi, j'ai vraiment souhaité sortir de la recherche parce que je voulais vraiment avoir la communication avec des publics variés. Mon travail est complètement pluridisciplinaire puisque je travaille à la fois avec des chercheurs, à la fois avec des industriels, mais aussi avec les étudiants. Donc je retrouve un petit peu le côté enseignant-chercheur avec le message qu'on essaye de faire passer sur des formations et attirer des étudiants vers des formations universitaires et vers des métiers scientifiques. Mais à la fois, j'ai une action de communication sur des professionnels et sur le grand public. Donc je touche un public varié et je trouve qu'au quotidien, c'est très intéressant. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît? Alors moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est d'avoir justement une double casquette, de faire à la fois de l'enseignement. Donc, moi, je suis issu d'une famille d'enseignants, donc je crois que j'ai hérité ça de mes parents. Et ça me plaît de transmettre des connaissances à des étudiants. Et
et ce qui me plaît aussi, c'est faire évidemment une activité de recherche fondamentale, donc essayer d'apporter ma pierre à des découvertes, à des progrès dans le cadre de la médecine notamment. Et voilà, c'est les deux aspects combinés qui me plaisent parce que ça évite de toujours faire la même chose. Donc c'est l'absence d'avoir à effectuer une tâche routinière, toujours la même chose. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas aimé trop faire. Et là, c'est très divers. Et c'est ça qui me plaît dans ce métier. Puis on est surtout très libre aussi. Donc on n'est pas contraint, comme dans une entreprise, à respecter les horaires très précis, etc. Donc on organise son emploi du temps comme on veut. Donc on a des tâches à effectuer, bien sûr, mais on organise ça comme on veut. Ça donne une très grande liberté et ça, je pense que c'est quelque chose de très appréciable. Enfin, du moins, pour moi, c'est très appréciable. J'avais une question, c'est... Elle m'a échappé. Vous avez dit que vous faites de la communication et vous travaillez avec des partenaires professionnels, en plus des jeunes. Et comment est-ce que vous êtes en relation avec ces partenaires professionnels et quel rôle vous avez par rapport à eux en fait? Alors au quotidien, je peux être sollicitée par des chercheurs académiques qui ont un besoin industriel. On va monter un projet en collaboration. Mais on a aussi des industriels qui sont intéressés par des compétences des académiques, qui n'ont pas le temps de faire de la recherche fondamentale, par exemple. Et donc, ils vont nous solliciter pour trouver un laboratoire académique avec lequel s'associer pour faire émerger un projet nouveau dans leur entreprise. On a aussi les PME et les TPE qui sont qui apprécient beaucoup ce genre de collaboration parce qu'ils ont peu d'effectifs, peu de moyens et ça leur permet de développer de nouvelles compétences au sein de l'entreprise et de nouveaux projets en fait. D'accord. Vous êtes un intermédiaire en fait. Complètement. D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune comme métier? J'imagine que vous ne vouliez pas forcément faire ce que vous faites aujourd'hui. Je peux répondre, oui, c'est une très bonne question. C'est ce qu'on évoquait un peu ce midi au déjeuner. Alors moi, quand j'étais au lycée, en première, terminale, je voulais être ingénieur des eaux et forêts. Et c'est comme maintenant, une école d'ingénieur, c'est compliqué. Il faut déposer un dossier, il faut avoir un dossier suffisamment bon pour être pris. Bon, ça n'a pas été mon cas. Et finalement, j'ai fait un peu par hasard, je dois l'avouer, j'ai fait des études de pharmacie, parce que je suis le premier pharmacien dans la famille, il n'y en avait pas. Et voilà, donc j'ai pris cette orientation-là, mais vraiment par hasard. Et puis ça m'a bien plu, et voilà, j'ai continué, j'ai persévéré. Et puis plus les années passaient, plus ça me plaisait. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir rencontrer un professeur, c'est très important, je crois, les rencontres, qui m'a donné le goût de la recherche, et qui ensuite m'a pris dans son laboratoire. Et c'est comme ça que j'ai démarré une carrière. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix-là. Alors moi finalement, dès très jeune, je voulais faire de la recherche. Je me voyais en petit rat de laboratoire et je savais que je ferais des études longues. Mais voilà, j'avais pas par contre prévu qu'il y ait vraiment une routine en fait au laboratoire au bout d'un moment et je voulais faire autre chose en plus de la recherche. Du coup, vous êtes satisfaite maintenant aujourd'hui de votre métier? Complètement, oui. Oui. Donc, est-ce que actuellement, j'imagine que vous ne voyez pas beaucoup évoluer, mais par exemple, vous en recherche, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Parce que pour nous, la recherche, c'est très flou en fait. On n'a pas vraiment d'idée de ce que vous pouvez faire en laboratoire. Alors oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile de définir la recherche. Je crois que ce qu'on peut essayer de dire en quelques mots, et donc Madame complétera, je crois que dans la recherche, il faut distinguer un petit peu deux choses, même si elles sont liées, la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Donc la recherche fondamentale, c'est ce qui se fait dans les universités, ce qui se fait dans les grands organismes de recherche, le CNRS, l'INSERM, l'INRA, l'IFREMER, etc. Où là, on répond à la définition de la recherche, c'est-à-dire comprendre le monde qui nous entoure. C'est ça la recherche. Alors comprendre le monde qui nous entoure, ça touche tous les domaines. Quand on parle recherche, on pense souvent à la recherche scientifique, enfin dans les sciences dures, la médecine, sciences de l'ingénieur, etc. Mais il y a de la recherche en histoire, il y a de la recherche en littérature, en philosophie, etc. etc. Donc c'est la compréhension du monde qui nous entoure, et ensuite on essaye de retransmettre ces connaissances aux étudiants pour donc acquérir une culture scientifique,
Ça, c'est la recherche fondamentale. Et après, il y a la recherche appliquée. La recherche appliquée, c'est quoi? C'est comment, à partir de découvertes liées à la recherche fondamentale, on peut les utiliser pour créer des nouveaux produits. Par exemple, moi, quand j'avais votre âge, les ordinateurs, ça n'existait pratiquement pas. Le téléphone portable n'existait pas. Internet n'existait pas non plus. Ça vous donne un petit peu une idée. J'ai pas 70 ans. Et donc, un certain nombre de travaux dans des domaines variés ont conduit, des travaux fondamentaux ont conduit à la mise au point de ces différents objets. Donc la recherche fondamentale sert à nourrir la recherche appliquée. Et en retour, la recherche appliquée doit interagir avec la recherche fondamentale pour améliorer des produits, des objets, découvrir de nouveaux matériaux, par exemple pour le bâtiment. Voilà un petit peu ce que c'est que la recherche, en essayant de le définir le plus simplement possible, mais c'est vrai que c'est pas toujours très évident. Après, au quotidien, ce qu'on peut dire, c'est qu'en recherche, c'est toujours essayer de ce qu'on appelle de faire de la bibliographie. C'est s'inspirer de ce qu'ont fait les voisins, en fait, le laboratoire d'à côté, mais le laboratoire à l'étranger au niveau international. Donc, on se renseigne de ce qui a été fait ailleurs pour avoir de nouvelles idées et essayer soit d'améliorer, soit de s'inspirer de plusieurs faits en trouvant quelque chose de nouveau. Est-ce que vous avez des relations d'ailleurs avec l'étranger pour vos recherches non, ou pas du tout? Oui, bien sûr, on a des collaborations avec des laboratoires étrangers dans le même domaine. Donc dans l'équipe où je suis, on a pas mal de collaborations avec des pays de l'Europe de l'Est, notamment la Suède, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'ex-URSS, la Russie. Et donc ces collaborations se nouent à travers des programmes de recherche qui sont des programmes internationaux, européens le plus souvent, voire plus. Et on est amené à échanger avec ses collègues chercheurs. Donc on se rencontre, on se téléphone, on se fait des Skype, etc. Et puis l'autre partie aussi de contact avec des collègues étrangers, c'est à l'occasion de congrès. Alors, parce qu'il y a une question que vous ne m'avez pas posée, mais que vous pourriez nous poser, c'est comment est-ce en quoi concrètement on peut identifier ce que fait un chercheur. C'est les questions que m'ont posées mes enfants pendant longtemps, en me disant papa, qu'est-ce que tu fais tous les jours? Et effectivement, quand on fait de la recherche, c'est pas évident de dire voilà, c'est ce que je fais concrètement. Quand on travaille dans une entreprise automobile, on sait tout de suite, on construit une voiture et c'est concret. La recherche comme ça, c'est pas évident. Et donc, un des moyens de faire connaître la recherche, c'est de participer à des congrès scientifiques. Donc, on fait des présentations orales devant des collègues du même domaine. Et donc, on est amené à rencontrer des chercheurs étrangers. Et on échange comme ça au cours des congrès. C'est ça, je pense que c'est indispensable au niveau de la recherche d'avoir des relations au niveau international, parce que c'est exactement ça, ça permet d'échanger sur les nouveautés, de discuter, et la discussion amène de nouvelles propositions. Et les collaborations, ça permet aussi d'échanger et d'attirer des étudiants de l'étranger ou d'envoyer aussi des étudiants à l'étranger pour découvrir de nouvelles choses. J'imagine que vous incitez les étudiants à partir à l'étranger, à s'ouvrir vers le monde. Il faut, au jour d'aujourd'hui, on est obligé. Au jour d'aujourd'hui, il faut montrer que déjà on est mobile et en plus aller dans un autre pays, ça montre une autre culture, ça montre qu'on est capable de se débrouiller avec des gens qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même façon de vivre. Voilà, au moins on est capable de s'adapter. Je crois que les étudiants maintenant qui sont en doctorat d'université, donc qui sont déjà engagés dans le domaine de la recherche, ont tous conscience de la nécessité d'aller à l'étranger. Alors, on appelle ça dans notre jargon le post-doctorat, c'est-à-dire qu'après les 3 ans de thèse, ils partent dans un autre laboratoire à l'étranger et ils font une activité de recherche pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On appelle ça un post-doctorat et ils le font maintenant quasiment tous, parce que pour ensuite espérer faire une carrière de chercheur, donc soit à l'université, soit dans un organisme de recherche dont j'ai parlé tout à l'heure, si vous n'avez pas une expérience à l'étranger, c'est très compliqué de pouvoir décrocher un poste. Et une dernière question par rapport à notre thématique, chacun votre tour. Est-ce que les métiers ont-ils un sexe? Je pense qu'au niveau de la recherche, les métiers n'ont pas de sexe. Ouais. Oui, tout à fait. Je crois que c'est effectivement une question qui est un peu désarçonnante. Non,
tous les métiers maintenant sont complètement ouverts à la fois aux femmes et aux hommes. Hein. Je crois que heureusement la société évolue, les mentalités évoluent. Il n'y a plus aucun métier qui ne peut pas être réalisé soit par un homme, soit par une femme. Hein. Enfin, j'ose espérer. Bien, merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation. Merci. Merci. Merci à vous. Et encore bravo. Merci.